Nous allons avoir aujourd'hui un thème passionnant d'actualité, on va dire, le bien-être, qualité de vie et travail, qualité de vie et des conditions de travail, avec ces démarches d'excellence opérationnelle, ces méthodes de performance, de projet, de programme, de transformation, et nous allons avoir deux intervenants. L'idée au sein de l'IFCO, ce qui nous anime, c'est d'avoir cette approche, cet institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, mais pas juste des approches de méthodologie. Depuis le début, cet institut existe depuis maintenant une douzaine d'années. Ce qui nous anime, c'est quelque chose de profondément humain. C'est-à-dire que ce n'est pas pousser une méthode qui transforme une organisation et une entreprise. C'est que les méthodes, elles trouvent, au travers des personnes, quelque chose qui leur rend service. Et comment les personnes se l'approprient, c'est ce qui nous anime. Et ce thème-là du bien-être, de la QVT et de la QVCT, nous anime tout particulièrement au sein de l'IFCO. Et nous, au sein de l'IFCO, on est vraiment portés par le fait que quand on dépasse ce paradoxe entre la performance et le bien-être, on trouve le moyen, à la plupart des salariés, des collaborateurs de l'entreprise, de trouver du sens, en fait. De pouvoir se réaliser au travail, parce que les valeurs qui les animent ont de la valeur ajoutée. Vous avez ce livre-là, vous pouvez télécharger sur le site de l'IFCO, qui vous montre, par exemple, la démarche Lean, qui a eu plein d'utilités, mais en même temps qui a eu beaucoup d'effets de bord, parce qu'elle a été énormément appliquée depuis une décennie de manière mécaniste. De nombreux cabinets de conseil l'ont déployée en disant on va optimiser les tâches, sous-entendu, on va peut-être virer un peu des personnes, parce qu'on veut améliorer la productivité. Alors qu'en fait, quand vous le prenez du côté humain et pas seulement du côté mécaniste, à chaque outil du Lean, vous pouvez partir de l'humain. Comme si le Lean c'était le haut de l'iceberg, du côté performance, et du côté humain, c'était le bas de l'iceberg. Quand on parle de valeur ajoutée des tâches, vous parlez de valeur des personnes, qu'est-ce qui vous anime? Quand vous parlez de processus, vous mettez en flot les activités les unes par rapport aux autres, vous pouvez mettre le même flot psychologique qui a été étudié par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est la qualité relationnelle et le flot psychologique, le flot relationnel que vous avez entre les personnes. Et il est aussi, voire plus important que le flot des tâches. Donc faites les deux en même temps, tout comme la valeur ajoutée. Pareil, si vous mettez des tableaux de bord en place, travaillez la dynamique de l'équipe au même moment. Vous résolvez des problèmes, on en a parlé lundi, 60 à 80% des problèmes ne sont pas techniques, ils sont organisationnels et relationnels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ariane Group. Sur le lanceur Ariane 6, 80% de leurs problèmes ne sont pas que techniques, ils sont surtout organisationnels et relationnels. Et enfin, plutôt que de mettre en place juste des matrices de compétences, développer une polyvalence, des relations de qualité. Donc voilà un exemple où on voit que la performance et l'humain travaillent de concert pour vraiment transformer nos organisations, et le livre vous donnera des informations en plus. Et notre travail, qu'on soit collaborateur, manager, dirigeant d'entreprise, c'est de trouver les bons équilibres pour que l'entreprise puisse prospérer, être pérenne, et qu'en même temps, les collectifs donnent leur pleine puissance. Et pour donner sa pleine puissance, il faut être à l'aise dans son job, comprendre ce qu'on fait et avoir envie d'y contribuer. C'est qu'en fait, la transformation, elle passe d'abord par la transformation du dirigeant. Parce que le dirigeant, c'est celui qui permet. Il permet, il déclenche, il accélère et il soutient. Donc le cap et le cadre. Et le cadre, il est essentiel puisque c'est ce qui va permettre de laisser aux équipes le pouvoir d'agir. Pour pouvoir agir, il faut ce cadre. Et ce cadre, c'est ce qui va créer la confiance. C'est ce qui va permettre aux équipes de tenter des choses, de construire. En laissant aux équipes le pouvoir d'agir, en les laissant faire, elles sont capables d'inventer des super trucs. Il ne faut pas simplement avoir des gens agréables, bien formés, mais il faut aussi que l'ensemble des organisations, des processus fonctionnent de manière la plus optimale possible. On a initié quelque chose qu'on a appelé NPS Free. Et donc on voulait libérer le NPS. Dire que ce n'était pas un indicateur uniquement ou une volonté uniquement de la direction générale, mais avant tout un indicateur qui appartenait à chacune et chacun qui travaillait au sein de Carglass. Et en fait, cette libération du NPS, je vous ai mis quelques exemples, alors ça nous paraît tout bête, mais on a pu mesurer un impact très fort vis-à-vis des clients. On a laissé l'ensemble des collaborateurs, les centres de pause, donc ceux qui effectuent réellement les réparations, mettre des petites cartes, offrir des cafés, remplir les réservoirs, mettre des bonbons, proposer des vélos déjà à l'époque, et ça c'était des initiatives du terrain qui disaient moi mes clients ils attendent, j'ai leur voiture, ils ne peuvent plus bouger, plutôt d'être bloqués, pourquoi on ne leur met pas des vélos à disposition pour qu'ils aillent faire leurs courses dans la ville dans laquelle on est.
On a identifié et puis après on a partagé, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce type de démarche, les meilleures pratiques. D'accord? Et donc c'était pas de dire on doit répliquer forcément tout ce qui a été inventé, mais dans les meilleures pratiques, on en a mis en place. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples, mais c'était intéressant de dire voilà, je suis sur le terrain, j'invente des choses, on voit que ça marche, et donc je peux le passer au collectif et aux autres qui peuvent se l'approprier, tout ou partie des choses qu'on a mis en place. Et puis le troisième pilier, c'est la fameuse symétrie des attentions. Je vous ai dit chez Carglass, le choix naturel, satisfaction client, satisfaction collaborateur. Carglass travaillait la satisfaction client avant que le NPS existe depuis 2003, progressait chaque année, mais ce programme qu'on a mis en œuvre, qu'on a construit, qu'on a enrichi dans le temps, nous a permis, vous voyez, je vous ai mis les valeurs en dessous, d'aller quasiment gagner en 8-9 ans 20 points de NPS. Et des collaborateurs qui avaient la banane. Parce que vous innovez, ça marche, vos collègues reprennent les bonnes pratiques, et tout ça se fait avec un plaisir et une simplicité, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. Quand vous voyez votre trombine à l'entrée, que les collabs du siège voient tous les jours, que les partenaires voient tous les jours, que les assureurs voient, et qu'en dessous, parce qu'on ne voit pas là, mais on avait écrit pourquoi la personne était dessus, c'est pas parce qu'il avait un NPS à 95 ou je sais pas quoi, hein. C'est que parfois il avait été bien plus loin que ce que le process réclame face à une difficulté du client, ou parce que justement il nous avait inventé la mise à disposition de vélos, ou qu'il avait une initiative sur les ventes. Voilà, il y avait vraiment un peu de tout. Donc ça n'a pas généré particulièrement de frustration. C'était une entreprise dans laquelle il n'y avait pas de tableau de bord. En fait, il y en avait, mais ils n'étaient pas proratisés au temps de travail. Et puis on n'avait pas le droit d'en parler avec les collaborateurs. Voilà. C'était inscrit dans les textes. Et dans cette démarche, en fait, moi j'ai expliqué ce à quoi on voulait arriver, en disant que voilà, le monde avait évolué, il fallait qu'on continue à être performant. Il y avait déjà un très bon niveau de service qui était délivré, hein, mais qu'on avait besoin de gagner notamment en excellence opérationnelle, que c'était une contribution individuelle et collective, qu'il fallait qu'on rentre dans ce monde-là. Et on l'a annoncé, et après on a lancé une approche où on a dit, voilà, on va y bosser collectivement sur cette affaire. Et ceux qui ont envie de travailler, ils viennent bosser. Et donc j'ai envoyé un mail aux 1000 collaborateurs en leur disant, voilà ce qu'on va faire, voilà ce à quoi on doit arriver, des tableaux de bord, proratisés, mais je ne vous en dis pas plus, après c'est à vous de les construire. Si vous voulez en être, vous levez la main. Bon, c'était la partie la plus risquée de l'affaire. Si personne ne levait la main, là j'étais un peu mal. On avait posé 4 principes. On veut que ça soit collaboratif, on veut du quanti et du quali, parce que la performance, c'est évidemment pas que de la productivité, hein, rapport à mes histoires de NPS. J'avais volontairement timé le temps de travail pour qu'on ne s'enlise pas dans des choses, donc c'était volontairement assez contraint, et j'avais dit que c'était versionné, et donc on ferait déjà la première version. On a mis en place des groupes de travail mixtes, c'est-à-dire, je n'ai pas fait un groupe manager et un groupe collaborateur, j'ai fait des groupes dans lesquels tout le monde était représenté. Et bizarrement, il y avait plus de collabs que de managers. Et c'était volontaire, sachant que dans le groupe, chacun valait 1. La réussite de cette affaire-là, c'est parce qu'on a été assez clair sur le cap, sur ce qu'on attendait, qu'on a donné un cadre de jeu assez clair aussi, et qu'on a ajusté à chaque fois que c'était nécessaire, et que ce sont les équipes qui bossent au quotidien auprès des clients, ou les managers qui bossent avec les équipes qui bossent auprès des clients, qui ont inventé, qui ont façonné les tableaux de bord, les grilles de double écoute, toutes ces choses-là. On a voulu lancer un programme de transformation métier qui embarquait tout le monde, donc tous les acteurs de la relation client, pour justement changer les process, les postures, les organisations et les outils. Alors pas tout en même temps, mais en tout cas de concert. Donc pour la partie outils, on était en agile à l'échelle. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc le programme était en agile avec des retrajectoires tous les 4 mois et des livraisons. Sur la partie parcours client, on a fait ce qu'on appelle du design thinking. Et donc vous repartez des besoins du client pour construire les parcours. Et sur la partie transfo métier, on a fait appel à des dispositifs qu'on a inventés avec un partenaire de l'ordre de l'intelligence collective. On n'est pas dans une boîte full digital, on est dans un métier de relations clients, donc c'est avant tout des femmes et des hommes qui discutent avec des femmes et des hommes. Qui a été fait pour les collaborateurs, et en tout cas pour les mettre au centre de cette construction-là. Donc ça a été un parti pris.
pour ça qu'elle appelait ça inventons notre métier de demain. C'est eux qui sont en contact avec le client, hein, c'était un projet de transfert de la relation client, donc c'est eux qui sont en contact, ils connaissent les irritants, en tout cas vu de leur fenêtre, hein. Ils ont des idées sur ce qui peut marcher, donc moi je voulais absolument pas me perdre, moi je ne savais pas hein, concrètement ce qu'il fallait faire, et puis les gens en dessous de moi non plus. Donc on voulait vraiment faire appel à leur savoir-faire, à leurs compétences, et puis les faire construire les usages, en tout cas les organisations, alors surtout les process ou les postures de demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut demain pour rendre un super service à nos clients? Dans tous les cas de figure, elle a besoin de preuves. Voilà. Et les preuves, c'est dans ce genre de dispositif qu'on les donne aussi, puisqu'en fait, c'est à eux de jouer, c'est à eux d'inventer, mais un peu comme ce qu'on avait fait dans la démarche collaborative performance. Et puis ça a permis de dépasser le cadre. Moi, j'avoue que j'ai été totalement bluffé par ce qui est produit, et puis surtout la manière. Hein. Alors, je ne vous ai pas amené les petites vidéos, j'avais pas le temps, et puis j'ai pas le droit à l'image. Mais c'est dingue. En fait, vous voyez les témoignages des collaborateurs, c'est pour ça que je vous ai mis les verbatims, en fait, ils sont super fiers, super contents. Qu'on compte sur eux au point de leur dire voilà, prends le crayon et vas-y. Voilà. Et fais-le avec tes collègues. Et donc forcément, ça resserre aussi les rangs. C'était l'absolue diversité ou non prise en compte de la qualité managériale dans l'évaluation des collaborateurs et des collaboratrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais un très bon manager, tu avais des très bons résultats, tu avais une promotion, on te donnait des ronds, une équipe. Tu étais un très mauvais manager, tu avais des résultats, on te donnait aussi des ronds et une équipe. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Si retenez un truc de ce que je vais vous raconter, soyez rebelles. N'acceptez pas le management de merde. Vous avez de la chance, vous êtes une génération où on est dans une situation où les gens vont chasser, futurs contrôleurs de gestion, DAF, etc. Vous devez incarner la rébellion. Parce que si vous rentrez dans la doxa générale, vous allez continuer à faire ce que nous, moi, ma génération, a subi, etc. C'est d'évaluer ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. En gros, si vous êtes content, pas content. On analyse le niveau de confiance ressenti par les collaborateurs et les collaboratrices. Alors pourquoi on a choisi la confiance? Pas parce que vous l'avez tous dit là dans votre atelier. Parce qu'en fait, académiquement, c'est le truc le plus prouvé. Donc, ce qui est important, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire chez Great Place to Work, c'est d'intégrer ce qu'on va appeler le capital humain. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'à un moment, on a absolument besoin de prendre en compte ce que vous avez décrit les uns et les autres. C'est savoir si, en fait, globalement, les gens sont heureux, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, épanouis dans leur vie professionnelle. C'est que face à l'urgence climatique, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est les gens. Or, aujourd'hui, dans la RSE, il y a le S de social, donc en gros, les gens, et le E de l'écologie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui va vers l'écologie, pas forcément assez vers le social. Or, vous allez être ceux qui vont flécher l'argent. Vous savez, ça veut dire il va aller à droite, il va aller à gauche, c'est ça le job de gestion du DAF, de ce que vous allez devenir, dans différentes boîtes. Donc des grosses boîtes, des petites boîtes, des moyennes boîtes, mais toujours sur la même méthode, toujours sur cette thème de la confiance. Et on leur pose une soixantaine de questions, celles qui sont intelligentes et validées académiquement. C'est un peu long pour répondre, 12 minutes une fois par an, ça doit être faisable. Mais c'est toujours un peu long. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? En gros, ils nous disent qu'il y a une boîte sur deux qui s'occupe d'eux. Une boîte sur deux qui s'occupe des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y en a une sur deux qui s'en occupe pas. Donc, un collaborateur sur deux qui pense que son job ne va pas changer dans les 5 prochaines années. Et vous voyez qu'il y a un collaborateur sur 5 qui a eu un feedback dans l'année sur sa performance. Et là, le télétravail aide pas. Quand vous êtes à distance, le feedback est encore plus dur à faire et c'est vraiment compliqué d'y parvenir. Que les entreprises, ce qu'elles cherchent, elles, c'est d'être hyper flexible. Et vous, les rois du PNL, vous allez dire, si on peut variabiliser tous les cours, c'est formidable. Deuxième challenge pour les organisations,
la gestion des compétences et cette fluidité dans la gestion des compétences. Si notre métier change tous les 2 ans, tous les 3 ans, ce que vous avez appris aujourd'hui à Dauphine, dans 3 ans, ne va pas vachement vous servir, dans 5 ans, ne va plus du tout vous servir, et il va falloir que vous continuez à vous upskiller tout au long de votre vie. Et ça, c'est très complexe. Aujourd'hui, les grandes entreprises payeraient des millions d'euros, mais je ne cache pas le montant, pour comprendre quelles sont les compétences qui sont nécessaires dans 5 ans. Smart Working, c'est une énorme remise en cause, on l'a dit tout à l'heure, de l'unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est nécessaire. C'est-à-dire, là tout à l'heure, j'entendais un groupe de travail dire qu'est-ce qu'on fait si on ne nous donne pas les 1 jour ou 2 jours de télétravail? Est-ce que je vais dans la boîte? Est-ce que je vais pas dans la boîte? Ça, c'est à vous de choisir. Le manager, c'est le métier le plus ingrat de la Terre avec celui de parent. Le manager, c'est hyper ingrat. En fait, vous essayez de faire les choses correctement et vous vous plantez. Par définition, vous vous plantez. Le premier truc que les gens veulent, que les collaborateurs veulent, du smart working. Deuxièmement, un leadership un peu différent de celui auquel on a, moi, ma génération, tous les actuels étaient habitués. Troisième élément, je suis désolé pour mon anglicisme, mais c'est de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion? Mais par contre, le rôle du management intermédiaire, c'est que c'est un acteur de sens essentiel. Vous avez fait tous des stages? Est-ce que vous avez fait un peu du budget quand vous étiez en stage? Est-ce que parfois vous avez bossé 3 semaines sur une hypothèse budgétaire qui au final s'est retrouvée non retenue? Vous n'êtes jamais arrivé? Moi ça m'arrive un peu près à chaque budget. Chaque année, plus les révisions de budget, qui revient souvent. C'est du boulot, on passe des heures et des heures carrées à faire des tableaux et des hypothèses, et puis à la fin ça marche pas. Le manager, votre manager de proximité, c'est celui qui peut faire que ce moment épouvantable où on vous dit on arrête tout, en fait il est utile, ou il a été utile, ou au contraire dire bon, allez, on oublie ce qu'on a fait, on jette à la poubelle nos 3 semaines de travail et on remet sur, et on recommence. Donc vous, parce que vous allez très vite devenir manager, vous serez un acteur de sens essentiel. Si j'ai un conseil à vous donner, un seul, et vous êtes des cadors de la mesure, faites de la mesure de ce thème-là, de la qualité de vie au travail, l'expérience collaborateur. Utilisez les mots que vous voulez, la satisfaction des collabs, les smileys, ce que vous voulez, c'est pas grave. Les mesurez. Utilisez la méthode de Great Place to Work, la méthode de Do Small to Work, la méthode de ce que vous voulez, c'est pas grave. Les mesurez. Mesurez et regardez les résultats. C'est pas... Moi, les smileys, je trouve ça génial, mais une fois qu'on a regardé les smileys, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Utilisez le bilan carbone de la boîte, utilisez le bilan collaborateur de la boîte, quelle que soit la méthode que vous avez utilisée, et intégrez-les dans vos PNL. Entre d'un côté, flexibilisation qui va souvent avec individualisation, et de l'autre côté, sens qui va souvent avec commun. Le commun, enfin, trouver du sens, ça passe évidemment par une réalisation individuelle, mais il y a aussi une histoire de faire ensemble. Et en fait, ce qui est compliqué pour les organisations, c'est de trouver des actions qui vont à la fois nourrir flexibilisation, individualisation, attente individuelle. Donc là, je vous ai beaucoup entendu parler de co-travail, tout ce qui est co-co-co, tout ce que vous voulez, qui va faire en fait qu'on fait ensemble. Donc ça va là-haut. Et en même temps, ça peut être acteur de sens. Et donc en fait, c'est dans ce carnet magique, là-haut, que vous trouverez des actions managériales qui vont faire rimer sens d'un côté, individualisation, et flexibilisation individuelle. Ça veut dire se mettre en état de vulnérabilité par rapport à l'autre. Se mettre en confiance et je me donne de la vulnérabilité par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre bien-être et travail? Est-ce que travail, ça ne veut pas dire plutôt souffrance? C'est des choses qu'il faudrait avoir à l'esprit quand vous allez travailler tout à l'heure. En tout cas, il y a un lien sûr entre bien-être et travail, pour l'entreprise bien évidemment. C'est qu'un collaborateur qui est bien au travail a 30% de productivité de plus qu'un collaborateur qui n'est pas bien dans son travail.
points de surveillance, on va dire. Donc il y a tout d'abord l'isolement, donc à surveiller avec le nombre d'absences des événements organisés par l'entreprise. Également le temps passé avec ses collègues, donc ça c'est un peu plus difficile à mesurer, mais c'est un point important. Sans porter préjudice au bien-être au travail et même en allant jusqu'à utiliser les mêmes indicateurs ou les mêmes outils pour illustrer comment je mesure en fait ce bien-être au travail et comment je vais m'assurer, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas quantifier ce qu'on ne mesure pas, au début, à la fin, au milieu, qu'est-ce que je peux mettre en face de façon équilibrée pour que les outils opérationnels soient aussi des outils qui illustrent le bien-être. Et on va même aller jusqu'au plaisir que nos collaborateurs peuvent avoir à venir au travail. Parce que je ne suis pas écoutée par exemple, parce que je vois vraiment pas l'utilité de ce que je fais derrière. Il y a un manque de feedback, il y a des objectifs un peu flous qui sont totalement déconnectés de ma réalité, qui sont aussi inatteignables, donc je me démotive totalement d'être trop contrôlée et c'est cette crainte qui va pour nous empêcher une certaine performance. Voilà, et du côté du coup positif de la balance qui va nous permettre d'être plus performants et d'augmenter notre bien-être.